Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 11 octobre. À la une de l'actualité, le retour de dizaines de milliers de réfugiés palestiniens dans leur quartier à Gaza. Après avoir été contraints au déplacement, le cessez-le-feu a permis de constater l'ampleur des destructions au sein de l'enclave après 2 ans d'attaques et de massacres. Nous ferons le point dans quelques instants. Mécontentement et incompréhension après un énième rebondissement dans la crise politique française. Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, de nouveau à la tête du gouvernement, des décisions qui révèlent une grande instabilité du pays selon les spécialistes. Et nous parlerons patrimoine pour terminer avec une ode au Haïk, Abi Algerois, qui raconte l'histoire des femmes de la ville et d'une tradition tissant le lien entre passé et présent. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par la situation à Gaza. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des dizaines de milliers de Palestiniens ont entamé le retour vers leur quartier et leur maison qu'ils ont été contraints de quitter par l'entité sioniste. Ils sont décidés à reconstruire la ville et repeupler leurs terres malgré l'ampleur des destructions au sein de l'enclave. On fait le point avec nos correspondants Salam Al-Aoud et Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Mariam Damis. Les habitants de Gaza foulent à nouveau le sol de leur ville. Le cessez-le-feu a enfin ouvert la voie du retour. Dans leur regard, un mélange de soulagement et de douleur, celui d'un peuple qui a tout perdu, sauf l'espoir. Les Gazaouis rentrent chez eux sur cette terre meurtrie, avec un seul objectif, reconstruire pierre par pierre. Ils voulaient nous déplacer, mais nous sommes de retour dans nos foyers, dans notre pays. Nous allons reconstruire et je suis très heureux de retrouver ma maison, ma ville et ma famille. C'est une victoire pour Gaza. Nous disons à l'entité sioniste que nous allons la reconstruire. Détruisez ce que vous voulez, nous reconstruirons. Je suis triste mais aussi heureux de revenir à Gaza. Je ne sais pas comment est notre maison, si elle est encore debout ou détruite. Je ne sais pas quel sera mon sentiment. Une fois arrivé à la maison, mon cœur me fera mal. Mais le constat est accablant. Les traces des bombardements sont partout. Des quartiers entiers ont été rasés, les immeubles réduits en poussière et les rues transformées en champs de ruines. Hôpitaux, écoles, habitations, rien n'a été épargné. C'est une destruction que l'esprit humain ne peut imaginer. C'est une guerre folle qui n'a épargné personne, même pas les animaux. C'est catastrophique. Là où l'œil se pose, il voit ce décor sinistre. Nous ne quitterons pas notre terre, celle de nos ancêtres. Nous sommes nés sur cette terre, nous y vivons et nous y mourrons. Nous continuerons à résister jusqu'au dernier souffle. Nous attendions un cessez-le-feu pour revenir dans nos maisons, notre ville, mais malheureusement, vous voyez la situation. C'est le drapeau de la Palestine. Nous avons tout perdu, nos enfants, nos femmes, nos foyers. Mais ça ne disparaîtra jamais. Pourtant, malgré les pertes et la douleur, les Gazaouis avancent. Ils savent que tout reste à rebâtir, mais rien ne pourra effacer leur attachement à cette terre. À Gaza, la vie continue, plus forte que la guerre. La communauté internationale est dans l'expectative d'un retrait total de l'armée de l'occupant et de l'arrêt des attaques, des revendications que la diplomatie algérienne n'a cessé de réclamer devant le Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme elle a milité pour les droits des Palestiniens en État indépendant, et ce depuis des décennies. Bedia Amardi. Depuis des décennies, l'Algérie se tient résolument aux côtés des causes justes et des peuples opprimés. Fidèle à son histoire, elle réaffirme aujourd'hui encore son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Une position qui dépasse le simple slogan politique. Pour l'Algérie, il s'agit d'un engagement profond, nourri par l'héritage de la révolution de novembre, une révolution qui a rappelé au monde que la liberté s'arrache par la lutte et la détermination. Dans cette continuité, l'Algérie demeure la voie de la justice, du droit humanitaire et de la dignité humaine sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité. Tout au long de son mandat de 2 ans, elle a défendu avec force la cause palestinienne. Se posant au premier rempart d'un peuple isolé, elle a dénoncé avec force les violations des droits de l'homme et les attaques sionistes contre Gaza.
La position de l'Algérie s'affirme aujourd'hui comme un pont de justice sans compromis avec l'occupant, comme pont de paix en réaffirmant le droit d'un État palestinien libre avec Al-Quds comme capitale. Jamais l'Algérie n'a cédé aux pressions ni aux calculs politiques, encore moins aux intimidations et aux intérêts étroits, car la liberté et la justice ont toujours été ses mots d'ordre. Grâce à sa diplomatie forte et influente, d'une rigueur exemplaire et d'un sens aigu de la responsabilité, l'Algérie a réussi à obtenir un large consensus mondial autour de la cause palestinienne. Elle assume pleinement sa mission de porte-parole des peuples sans voix, le défenseur de la légalité internationale et le gardien de la dignité humaine. Les manifestations se poursuivent au Maroc dans un silence assourdissant du Marzen. Pire, le pouvoir marocain n'hésite pas à réprimer les manifestants en usant de la violence et en instaurant un climat de peur et d'impunité. Les opposants sont intimidés et attaqués. Le cas de l'artiste Mustapha Soulet, immolé par le feu au milieu de la ville riffaine d'Al Hoceima. Houdal Wabah et Rina Lerabi. Dans un climat social tendu où la colère et la frustration gagnent du terrain, le Maroc est une nouvelle fois secoué par un drame d'une rare violence. À Al Hoceima, la douleur a pris un visage tragique, celui de l'artiste Mustapha Soulet, dont le corps a été transformé en torche humaine. Des images glaçantes montrent un individu le traînant depuis l'intérieur d'un café avant de l'asperger d'une substance inflammable et d'y mettre le feu. Son seul tort est d'être un opposant au Marzen. Nous sommes bouleversés par cet acte inhumain. Cet homme n'a aucune pitié. Comment peut-on asperger quelqu'un d'essence et le brûler ainsi? C'est de la barbarie. Nous condamnons cet acte inhumain. Il n'existe aucune explication convaincante pour une telle catastrophe, je vous le dis. Ce n'est ni l'œuvre d'un fou, ni d'une personne qui a perdu la raison. Seul le Marzen est capable d'en être le responsable. Répression, humiliation, étouffement des libertés. Les Marocains traversent une période où la peur et la frustration dominent le quotidien. Dans ce climat de tension, les revendications les plus simples se heurtent à la poignée de fer d'un pouvoir totalitaire, muselant toutes les voix qui s'élèvent. Nous ne savons pas ce que nous allons faire dans ce pays. Nous mourrons à petit feu sur notre propre terre. Ce pouvoir est censé servir la nation et ses citoyens et non pas l'écraser et attiser sa colère. Nous voulons dévoiler notre souffrance au monde entier. Nous sommes opprimés. Ici, chez nous. Sous le joug du Marzen, la rue marocaine s'est transformée en lieu de supplice et de silence où ne résonnent que les échos de la peur et de la douleur d'un peuple qui continue de crier sa détresse dans le fracas d'un pouvoir sourd à ses blessures. Énième rebondissement dans la crise politique française. Le président français a renommé hier soir Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement. Ce dernier avait démissionné à peine 14 heures après sa première nomination en tant que Premier ministre. C'était durant la semaine. Des décisions qui font grincer les dents dans le pays en proie à une fronde populaire et qui émènent d'une instabilité flagrante selon les spécialistes. Raouf Hamouche. En France, la crise politique s'installe. En moins d'une semaine, Sébastien Lecornu a présenté sa démission avant d'être renommé Premier ministre. Une scène inédite, symbole d'un pouvoir qui tourne sur lui-même et d'un pays en proie au doute. Derrière les murs de la République, c'est la lassitude qui s'installe. 68 ans après la naissance de la Ve République, le régime montre ses fissures. La démocratie meurt. Sébastien Lecornu à nouveau nommé Premier ministre. On ne parle pas ici d'un nouvel élan démocratique, on parle ici d'un système à bout de souffle. Le problème, c'est pas seulement Emmanuel Macron. Le vrai problème, c'est la Ve République. Un système pyramidal, jacobin, inefficace et qui concentre tout le pouvoir sur une seule personne et qui étouffe nos territoires. Des mots forts, empreints de désillusion. Pour beaucoup de jeunes Français, cette nouvelle nomination illustre une réalité, celle d'une République épuisée. Incapable de se renouveler, où le pouvoir se concentre entre quelques mains et semble désormais déconnecté du peuple. La renomination de Sébastien Lecornu ce soir, c'est un véritable crachat au visage de l'ensemble des Françaises et des Français. Mais on est en train de voir l'écroulement devant nous de la Macronie, mais dans un espèce de cirque pitoyable, d'une mauvaise farce, d'une comédie grotesque qui est absolument insupportable. Depuis des mois, les crises s'enchaînent.
Abstention record, défiance envers les partis, institutions bousculées. À chaque remaniement, les promesses de changement se succèdent sans jamais convaincre vraiment. Moi, ça fait plusieurs jours que je pensais que ça allait être lui dès mercredi. Et je pensais encore plus depuis hier, parce que moi j'avais des informations comme quoi lundi après-midi, le Conseil des ministres est prévu pour transmettre le budget en temps et en heure par rapport aux 70 jours à l'Assemblée nationale, et que c'est le budget qu'il a préparé, reprenant le budget Bayrou, avec quelques modifications. Nous allons déposer, nous les Insoumis, une motion de censure dès lundi pour que Sébastien Lecornu s'en aille, et surtout nous allons redéposer une motion de destitution parce que le responsable du chaos, une fois de plus, c'est Emmanuel Macron, et à un moment il va falloir revenir à un ordre démocratique classique. Et pour cela, il faut que le président de la République s'en aille et que nous organisions une élection présidentielle anticipée. Le président prolonge jusqu'à l'agonie un régime qui ne répond plus à aucune volonté démocratique. La priorité n'est pas de sauver la Ve République. La priorité, c'est d'y mettre fin. Dans un pays en quête de démocratie, ces mots résonnent comme un avertissement. Si la Ve République est en train de tomber, c'est peut-être qu'elle ne répond plus aux doléances des Français. Et puis ce geste du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine qui a de nouveau voté 2 délibérations annulées par le tribunal administratif. L'une en faveur d'un traité d'amitié avec la commune sahraoui de Midjek, l'autre pour accorder la citoyenneté d'honneur à Salah Hamouri, avocat franco-palestinien. Une manière de réaffirmer la solidarité de la ville avec les causes justes, malgré les pressions et les interdictions du ministre démissionnaire de l'Intérieur. Correspondance à Afaf Belouchette. Qui est pour ? À Ivry-sur-Seine, les élus votent à l'unisson. Le conseil municipal vient de revoter à l'unanimité le traité d'amitié entre la ville et la commune sahraoui Midjek dans les camps des réfugiés. Un texte déjà adopté il y a 2 ans, annulé par le tribunal administratif à la suite des recours de 2 associations inconnues de la ville, invoquant une atteinte à la neutralité du service public. Ce qui se joue ici, c'est la capacité pour des communes, pour des exécutifs locaux, ayant reçu mandat de la part de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens de pouvoir intervenir en matière de solidarité internationale. Ce qui se joue ici, c'est le respect du droit qu'ont les collectivités de ce pays, à leur échelle, avec leurs moyens, de joindre leur voix à toutes celles qui s'expriment pour la paix, pour le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le respect des décisions de l'ONU, plutôt que celles dictées par la peur et par les armes. C'est un acte de résistance de reprendre ces 2 délibérations, et si on doit retourner devant le tribunal administratif, nous irons. Et c'est pour ça qu'on a invité le public à venir à l'ouverture du Conseil aujourd'hui, pour marquer que la décision qu'on prend, c'est pas seulement une lubie des élus ou une volonté des élus, mais c'est aussi une volonté populaire. Dans la salle, les habitants, les élus, les associations saluent un vote courageux. Les représentants du Front Polisario, eux, présents à Ivry, parlent d'un signal fort envoyé à toute l'Europe. Vous savez que normalement la solidarité, c'est quand même la colonne vertébrale des valeurs de démocratie, des valeurs sur lesquelles la République française elle-même est battue. Donc normalement, c'est une très très importante, parce que c'est quand même le lien entre les peuples, enfin entre les habitants de ces 2 communes, mais aussi entre les peuples sahraouis et le peuple français. Donc c'est la solidarité, et la solidarité, c'est ce qui compte vraiment pour les peuples en lutte. Parmi les soutiens, Claude Mangin Asfari, épouse du militant sahraoui détenu au Maroc et citoyen d'honneur de la ville. Elle dénonce l'acharnement contre les gestes de fraternité et les luttes des peuples pour leur indépendance. Le protocole d'amitié, comme ça s'appelle maintenant, entre Midjek et Ivry, a aussi été annulé sur la plainte de 2 obscures officines maroco-sionistes qui ont demandé à ce que ce soit annulé parce que c'est contraire à la politique de la France, des arguments complètement bidons. Complètement écœuré de voir comment la politique internationale locale est carrément supprimée, c'est-à-dire que la démocratie locale n'existe pas. Nous avons tous dit que nous porterions ces couleurs palestiniennes, et moi j'ai mis le dress code du drapeau
palestinien qui est aussi le drapeau sahraoui. À Ivry, la riposte s'affiche. Le conseil municipal a revoté également la citoyenneté d'honneur à Salah Hamraoui, avocat franco-palestinien, après l'annulation de la première délibération sous pression des mêmes associations. Même scénario pour les banderoles soutien à Gaza, retirées 2 fois sous ordre du préfet. Et dans la foulée, Bruno Retailleau appelait déjà à bannir tout drapeau palestinien des mairies. Mais Ivry, elle, a trouvé la parade. Une pastèque géante, symbole de la résistance palestinienne, trône désormais sur sa façade. Message clair, la solidarité ne se bâillonne pas. Entre Gaza et le Sahara occidental, la ville défend une démocratie locale qu'elle refuse de voir muselée. Retour dans le pays qui a enclenché sa transition numérique ces dernières années. L'enseignement supérieur n'est pas en reste. Hormis la gestion et la communication au sein de l'université, de nouveaux outils et matériels sont introduits pour un apprentissage plus facile et plus en adéquation avec les besoins actuels. Illustration à Béchar où les étudiants ont accès à l'intelligence artificielle et autres technologies. Reportage de Jawida Baba. Dans un contexte mondial où les technologies numériques redéfinissent les méthodes d'apprentissage, les établissements universitaires algériens multiplient les initiatives pour digitaliser la gestion administrative, l'accès aux cours et la communication entre étudiants et enseignants. Ce sont des équipements qui rendent nos recherches scientifiques plus faciles, plus à l'aise. L'université d'aujourd'hui est beaucoup plus développée qu'avant. On en trouve des matériaux adéquats à l'intelligence artificielle. Tous les niveaux pédagogiques ont bénéficié d'un équipement moderne. Les étudiants en licence apprennent tous le langage Python, peu importe la spécialité. L'intelligence artificielle aussi. Et pour cela, nous allons organiser une séance de formation pour les enseignants. À Béchar, cette transformation se traduit par la mise en place de plateformes d'enseignement en ligne, la dématérialisation des inscriptions et l'accès numérique aux bibliothèques universitaires. Cette année, nous avons ouvert un nouveau bureau de poste au sein de l'université. Nous ouvrirons bientôt aussi un autre pour la Casnos. Nous avons réhabilité les classes. Nous avons aussi modernisé une structure pédagogique destinée à l'école supérieure des enseignants de Béchar. Cependant, nous avons lancé la réalisation de 6 amphithéâtres. Ces progrès visent à rendre l'université plus efficace, plus transparente et plus ouverte aux étudiants, éloignés des grands centres urbains. Les enseignants, quant à eux, bénéficient d'outils modernes pour recevoir, partager et évaluer les contenus pédagogiques, favorisant ainsi une pédagogie plus interactive et adaptée aux besoins du XXIe siècle. Et pour mieux répondre aux besoins du monde du travail, l'université s'associe régulièrement aux entreprises. L'unité de recherche de développement d'ENI de Sidi Bel Abbas a signé une convention avec l'université de Chlef. Il s'agit de conjuguer le savoir académique et expertise industrielle pour donner naissance à des solutions capables de répondre aux défis de l'heure. Camélia Hamoum et Milad Hadid. À Sidi Bel Abbas, l'unité de recherche et de développement de l'entreprise nationale des industries électroniques mise sur l'innovation et la recherche appliquée. Elle réunit des chercheurs et des compétences issues de différentes universités et centres techniques. Objectif, leur assurer les moyens nécessaires pour expérimenter, concevoir et développer des solutions technologiques made in Algeria. Le laboratoire est opérationnel depuis 2017. Il regroupe 5 laboratoires de recherche et une équipe de 22 ingénieurs et docteurs. des ingénieurs et des docteurs. L'ENI reste ouverte aux propositions venues du monde académique. Elle encourage la réalisation des projets algériens portés par des compétences nationales. Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée avec l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Un accord qui vise à rapprocher la formation académique de l'application pratique et à renforcer les liens entre l'université et l'économie. Les deux parties y trouvent leur compte, des projets utiles pour l'ENI et en retour des équipements et ressources mis à disposition des chercheurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur insiste. L'université doit être un levier pour l'économie et ce, à travers l'accompagnement des entreprises nationales.
Un partenariat qui place le savoir-faire national au cœur de l'innovation et qui trace la voie vers une industrie électronique 100% algérienne. Culture avec la présentation hier de la pièce pour enfants Tel Djoun au Théâtre National Maheddine Bachtalzi, un spectacle très apprécié par les plus petits qui en ont tiré plein d'enseignements. Le public jeune a même partagé des moments chaleureux avec les membres de la troupe. Le compte rendu de Linda Teboul. Touchante et plein de sens, la pièce Tel Djoun présentée au Théâtre National Algérien a profondément ému les enfants. À la fin du spectacle, ils sont montés sur scène pour embrasser et féliciter les comédiens dans une scène pleine de tendresse et de spontanéité. Un moment sincère qui en dit long sur ce qu'ils ont ressenti. Le spectacle m'a beaucoup plu. Si j'étais comédienne, je choisirais le rôle de la princesse parce que c'est celui qui m'a le plus plu. Le rôle de Chamchoum m'a beaucoup plu. Des enfants d'une association d'orphelins invités spécialement pour assister à la représentation. Leur sourire et leur rire témoignaient de la joie et de l'émerveillement qu'ils ont vécu. Ça reste toujours c'est un plaisir. D'ailleurs sur scène, il y a le contact avec chaque personnage يدخل تحسي la réaction تاع le public تاع les petits enfants. كنت في دور سمعون شخصية سمعون الشخصية المغرورة. J'ai joué le rôle de Chamchoum, un personnage arrogant qui trahit les habitants par ses moqueries et ses mauvaises actions. C'est un rôle important car il représente le côté négatif qu'il faut affronter pour montrer que finalement le bien gagne toujours. الجانب تاع الشر باش على فان ديكوفري باللي الخير توجور اللي يبقى. Grâce à une mise en scène expressive et à des comédiens talentueux, le message est passé avec émotion et légèreté. Tel Djoun a su prouver qu'un spectacle pour enfants peut divertir tout en transmettant de vraies valeurs humaines. On va parler à patrimoine à présent avec un habit féminin algérois. Bien plus qu'un vêtement, le haïk raconte l'histoire des femmes de la ville et d'une tradition qui continue de tisser le lien entre passé et présent. Et dans les ruelles d'Alger, la blancheur des murs et la beauté de la Méditerranée se conjuguent avec l'élégance du haïk. Reportage de Amela Sefta. Alger la blanche, éclatante et fière, suspendue entre la mer et les collines. Ville de lumière et d'âme, elle respire à travers ses ruelles, ses murs blanchis au soleil et ses parfums d'histoire. Chaque pierre, chaque balcon de la Casbah murmure des récits de femmes, de pudeur et d'élégance. Et parmi les symboles les plus puissants de cette ville, il y a le haïk algérois. أنا كي نص بالحايك عند مامي عندي يما عواتق كانوا يديروا الحايك وعواتق دير بعوينة وما مزوجة دير الحايك بالعجاب يعني عاشوا هكذاك نصتهم كاع هكذاك. Ce voile immaculé, drapé avec soin, enveloppait les femmes d'Alger dans un nuage de grâce et de mystère. En laine ou en soie fine, le haïk n'était pas qu'un habit, il était une attitude. Une signature. Le hadjar venait l'accompagner, couvrant le visage et ne laissant apparaître qu'un regard, souvent suffisant pour raconter toute une histoire. الصغار هادو عندهم حايك تاع مرمى الصغار عندهم حايك تاع مرمى والكبار عندهم حايك تاع مرمى وحايك تاع واحد اخر حايك تاع الدار تاع كل يوم وحايك تاع خرجه زعما هذا عرس هذا فرح هذا يلبسوا هذاك الحايك والصغار لا حايك تاعهم تاع مرمى ديريكت. Dans les ruelles de la Casbah,
Le haïk se mêlait au mur blanc, à la lumière, au murmure des pas. Il incarnait la pudeur, la noblesse et le raffinement d'une époque où la tenue vestimentaire disait tout d'une culture. Porter le haïk, c'était affirmer une identité, un respect, une beauté intérieure que la ville tout entière reflétait. Aujourd'hui, il reste bien plus qu'un souvenir. Le haïk algérois est un fragment vivant de l'âme d'Alger. Le préserver, c'est préserver cette élégance discrète, cette mémoire tissée dans le temps. Car dans chaque pli de ce voile blanc, c'est toute la dignité et la splendeur d'Alger qui continuent de briller. De la musique pour terminer notre journal. L'Opéra d'Alger a accueilli hier soir un prime exceptionnel de l'Alhan wa Shabab. La production de l'EPTV a célébré dans la joie la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. C'est une soirée musicale rythmée par les chants et les mélodies à la gloire de l'équipe nationale dans une ambiance d'allégresse et de fierté. L'émission est à suivre ce soir sur Canal Algérie. Je vous laisse avec cet extrait. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.